Bonjour, je m'appelle Yulia Orngan. Ceci est Newspool UATV. Bienvenue dans la rubrique quotidienne. Aujourd'hui dans l'épisode 38 frappes en Crimée. L'Ukraine étend ses attaques en profondeur à l'intérieur de la Russie. L'Europe resserre l'étau autour de la Russie. Nouvelles sanctions et soutien total à l'Ukraine. La Biélorussie mène des exercices militaires près des frontières de l'OTAN dans un contexte de tensions croissantes. Dans la nuit du 25 juin, les unités ukrainiennes ont frappé 38 cibles en Crimée occupée, selon Robert Mazur-Brovdi, chef des forces du système FU Omena. Les frappes ont touché 3 extensions radar côtières, la centrale thermique de Tavriska, 2 sous-stations électriques, un dépôt de pétrole à Djekoy, 2 stations de compression de gaz, un canon anti-aérien ZU-23-2, ainsi que d'autres installations d'infrastructures énergétiques, logistiques et de carburant. Brovdi a précisé que les frappes avaient été menées par différentes unités des forces du système Omena en profondeur derrière les lignes opérationnelles ennemies. La partie russe n'a pas encore commenté cette information. La marine ukrainienne a démenti les informations selon lesquelles l'armée russe aurait quitté la flèche de Kinburn. Comme l'a déclaré le porte-parole de la marine, Dmytro Pletonchuk, dans un commentaire à Suspense Theme, la destruction systématique de la logistique russe se poursuit actuellement, mais la flèche de Kinburn elle-même reste une zone d'hostilité active. Selon lui, il n'y a actuellement aucune raison d'affirmer un retrait complet des forces russes de ce territoire. Dans la nuit du 26 juin, des drones ont attaqué Novomoskovski, dans la région de Toula, en Russie, l'usine chimique Azot étant l'une des cibles. Après une série d'explosions, les habitants ont signalé une odeur d'ammoniac et des coupures de courant. Le gouverneur régional Dmitry Milov a confirmé des dégâts sur une entreprise industrielle et une ligne électrique. Cette étrange usine produisait de l'ammoniac, de l'acide nitrique, du méthanol et d'autres produits utilisés pour fabriquer des composants explosifs et des munitions. L'Ukraine continue d'obtenir des succès sur le champ de bataille, tandis que l'armée russe perd entre 30 000 et 35 000 hommes tués ou grièvement blessés chaque mois. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, l'a déclaré sur Fox News. Il a également noté que l'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff et Jared Kushner, ainsi que le secrétaire d'État Marco Rubio, travaillent à faire avancer un accord de paix sur l'Ukraine. Selon Rutte, la Russie continue de formuler des exigences maximales et ne montre aucune réelle volonté de renégocier. Il a ajouté que le dialogue direct entre Donald Trump et le dictateur russe Poutine n'a pas encore abouti à un cessez-le-feu. L'OTAN a l'intention d'augmenter considérablement la production d'armes. Le secrétaire général de l'Alliance, Mark Rutte, l'a annoncé. Selon lui, l'Alliance annoncera de nouveaux contrats de défense et des accords majeurs lors du sommet de l'OTAN. Il est également prévu de signer des lettres d'intention dans le secteur de l'industrie de la défense. Rutte a souligné que ces décisions devraient démontrer l'unité et la volonté de l'Alliance de renforcer sa sécurité. Il a insisté sur le fait que cela servira de signal non seulement aux pays de l'OTAN, mais aussi à la Russie. L'Union européenne prépare son 21e paquet de sanctions contre la Russie et a déjà pris une décision politique visant à prolonger les restrictions sectorielles d'1 an au lieu de 6 mois. C'est ce qu'a déclaré le président du Conseil européen, Antonio Costa, lors de l'ouverture de la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine à Donetsk. L'Union européenne soutient toutes les initiatives qui contribuent à la paix tout en augmentant la pression sur la Russie par le biais de sanctions. Nous avons adopté 20 paquets et nous préparons le prochain. Nous avons pris une décision politique de prolonger les sanctions d'1 an au lieu de seulement 6 mois. Ces mesures fonctionnent et visent à amener la Russie à de véritables négociations. L'Union européenne est prête à contribuer à ce processus, mais c'est à l'Ukraine de définir les conditions d'une paix globale.
juste et durable. Personne ne peut parler au nom de l'Ukraine. Seuls les Ukrainiens peuvent parler au nom du peuple ukrainien. Les États-Unis ne sont plus un médiateur neutre dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse conjointe avec la première ministre italienne Giorgia Meloni. Selon Macron, les dirigeants européens ont réussi à trouver un terrain d'entente avec la partie américaine lors du sommet du groupe des Sept. En plus de s'être accordés sur la question ukrainienne, des progrès ont également été réalisés sur le Moyen-Orient, les minéraux critiques et les terres rares, a rapporté le président français. D'une part, concernant l'Ukraine, les États-Unis ont, pour la première fois, soutenu un texte dans lequel ils n'agissent plus en tant que médiateurs neutres, mais se tiennent à nos côtés pour défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine, fournir une aide militaire et énergétique, et soutenir les sanctions contre la Russie. Emmanuel Macron, président de la France, lors d'une conférence de presse conjointe avec la ministre de l'Italie. L'Ukraine est actuellement en position de force sur le champ de bataille, donc la Russie devrait entamer des négociations pour geler la ligne de front. C'est ce qu'a déclaré le chancelier allemand Friedrich Merz, lors de l'ouverture de la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine à Gdansk. Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré que les alliés européens doivent envoyer un signal clair de soutien à l'Ukraine lors du sommet de l'OTAN qui se tiendra du 7 au 8 juillet à Ankara. Il a fait cette déclaration à l'issue d'une réunion des dirigeants de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie et de la Pologne consacrée à la préparation du sommet de l'Alliance. Selon Merz, les pays de l'E5 plaident également pour le renforcement de l'OTAN, l'augmentation des dépenses de défense et le renforcement de la coopération transatlantique. Il a souligné qu'une approche nationale de la politique de défense serait une erreur. Poutine accentue la pression sur Loukachenko pour qu'il utilise le territoire biélorusse lors de frappes contre l'Ukraine, rapporte le Wall Street Journal. Moscou pourrait également chercher des failles dans le traité de l'État de l'Union afin d'impliquer les Biélorusses dans l'armée russe. Pendant ce temps, Minsk a commencé des exercices de mobilisation près des frontières de l'OTAN. Nikita Skoblikov a plus d'informations sur ce sujet. La Biélorussie a de nouveau lancé des exercices de mobilisation près des frontières de l'OTAN. Cette fois, ils ont lieu dans la région de Grodno. Selon des responsables du ministère biélorusse de la Défense, des réservistes militaires sont convoqués pour vérifier leurs données personnelles et suivront ensuite une formation. Ils sont censés rafraîchir leurs compétences militaires et s'entraîner avec des armes et du matériel. Les exercices ont commencé le 20 juin et doivent se poursuivre jusqu'au 2 juillet. Il est clair pour tout le monde que la Russie, Moscou et le régime de Loukachenko entraînent la Biélorussie dans la guerre. Ce sont eux qui sont intéressés par l'escalade. Ce sont eux qui cherchent à faire pression sur l'Ukraine et sur l'Union européenne. Mais jusqu'à présent, avant les déclarations des autorités ukrainiennes, il leur était avantageux de garder cela sous silence. Le message était « La Biélorussie aide, mais nous n'en parlerons pas afin de ne pas créer de tensions supplémentaires ». L'armée biélorusse n'est toujours pas, formellement, directement subordonnée au Kremlin. Cependant, les analystes de l'Institute for the Study of War avertissent que la Russie pourrait tenter d'impliquer les Biélorusses dans son armée par le biais des mécanismes de l'État de l'Union. L'accord établissant l'État de l'Union définit des droits égaux et un statut juridique commun pour les citoyens de Russie et de Biélorussie. Moscou pourrait tenter d'interpréter cela de manière plus large, comme des obligations égales, y compris l'obligation de servir dans les forces armées russes. La Russie se prépare à occuper la Biélorussie sur le plan militaire, à y déplacer des troupes. Les infrastructures sont déjà prêtes. Loukachenko a signé des documents accordant aux Russes la possibilité de rester indéfiniment sur le territoire biélorusse. En conséquence, la souveraineté de la Biélorussie a effectivement disparu. Avec le ralentissement de l'offensive russe, le Kremlin s'intéresse à la création de nouvelles zones de tension. Selon The Wall Street Journal, la Biélorussie pourrait jouer un rôle important dans ces plans. La publication rapporte que Moscou considère le territoire biélorusse comme un point de départ potentiel pour exercer une pression sur Kiev, étendre la ligne de front vers les régions occidentales de l'Ukraine, forcer les forces armées ukrainiennes à détourner des réserves des zones critiques à l'est et lancer des drones contre des cibles ukrainiennes.
Comme outil de pression sur Minsk, Moscou utilise un levier financier. Le plus proche allié de la Russie, la Biélorussie, est apparu comme un nouveau front potentiel dans la confrontation du Kremlin avec l'Occident, alors que Moscou cherche à renforcer son union militaire avec ce pays. Plus tôt cette année, Moscou a lancé une campagne de pression sur la Biélorussie dans l'espoir de l'utiliser comme tremplin pour étendre la guerre de la Russie en Ukraine ou pour lancer des opérations non conventionnelles contre des membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. D'après le Wall Street Journal, bien que l'armée russe ne lance actuellement pas de drones directement depuis le territoire biélorusse, des répéteurs de signal restent présents près de la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine. La Russie les utilise pour ajuster les frappes contre le territoire ukrainien. Le président Volodymyr Zelensky a exigé que Loukachenko retire cet équipement sous une semaine. Sinon, il a averti que l'Ukraine s'en chargerait elle-même. Minsk n'a pas officiellement répondu à cette déclaration. Cependant, Moscou a rapidement accusé Kiev de tenir un discours agressif et d'ingérence présumée dans les affaires intérieures de la Biélorussie. toute la propagande de Loukachenko s'est retrouvée prise au piège. Ils ne savent pas exactement comment réagir. Ils n'ont même pas encore préparé leurs éléments de langage. Ils ne s'attendaient pas à une position aussi ferme et décisive de la part du président Zelensky. Il était intéressant d'observer ce qui s'est passé avant la déclaration de Zelensky. Il disait « Nous sommes prêts à larguer des missiles nucléaires sur la Pologne et l'Ukraine pour leur montrer de quoi nous sommes capables. » Mais dès que le président Zelensky a dit « Vous avez 7 jours où nous démontrons nous-mêmes ces répéteurs », tout a changé. Soudain, ils ont dit « Nous n'avons jamais eu l'intention de nous battre. Nous sommes pacifiques et inoffensifs. » Le président Volodymyr Zelensky a déclaré qu'Alexandre Loukachenko devait cesser d'aider la Russie et le prouver par des actions concrètes. Reportage de Nikita Skoblikov, UATV News. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis Yulia Horngwan. Merci d'avoir regardé ce segment. Nous ressentons votre attention et nous l'apprécions. Merci également de commenter, de partager et de vous abonner. Nous sommes donc ici pour vous informer sur les événements les plus importants de ce jour et de cette semaine selon la perspective ukrainienne.